L'hélicoptère explosa 70 pieds au-dessus de la crête de la montagne et Evan Cole courut droit vers lui. La plupart des gens gèleraient, la plupart couraient dans l'autre sens. Mais Evan avait cessé d'être la plupart des gens le jour où l'avion de sa femme tomba du ciel il y a 10 ans. Et aujourd'hui, quelqu'un criait à l'intérieur de cette boule de feu, et il était le seul assez proche pour faire quelque chose à ce sujet. Avant d'aller plus loin, si vous voulez voir où cette histoire va, si vous voulez savoir s'il s'en sort vivant, appuyez sur ce bouton. J'aime tout de suite et laissez un commentaire me disant de quelle ville vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, revenons à la montagne. Le vent frappa comme un poing. La neige fouettait de côté à travers la pente, transformant le monde en un rugissement blanc. Evan protégea son visage d'un bras et continua d'avancer, ses bottes perforant une poudreuse jusqu'aux genoux. La voix de sa fille résonna dans sa tête. « Papa, s'il te plaît, ne pars pas. » Mais il avait déjà embrassé son front, promis qu'il serait prudent, et l'avait envoyé à la cabane du voisin avant que la tempête ne devienne mortelle. Il n'aurait pas dû être ici du tout. Il avait vérifié les balises du sentier près de la crête quand le ciel se fendit avec un son comme un tonnerre brisant un os. L'hélicoptère était arrivé trop bas, les rotors hurlant contre le vent, et puis il s'est juste brisé. Le métal grinça, le feu s'épanouit orange contre les nuages gris. Le fuselage s'écrasa contre les rochers et dégringola, perdant des pièces, jusqu'à ce qu'il se loge entre deux rochers à peine 50 yards de là où Evan se tenait. Pendant 3 secondes, il ne bougea pas. Son corps se souvint de ce que son esprit essayait d'oublier. L'odeur de carburant brûlé, la forme du métal tordu, la façon dont le feu consume tout ce qu'il touche. Il avait juré qu'il n'approcherait plus jamais d'un site de crash. Pas après Sarah. Puis il entendit le cri. C'était brut, désespéré, humain. Les jambes d'Evan bougèrent avant que son cerveau ne rattrape. Il sprinta à travers le terrain inégal, glissant sur la glace, s'accrochant aux rochers pour se stabiliser. La chaleur s'échappait de l'épave par vagues. La fumée s'échappait du cockpit froissé, noire et étouffante. Des flammes léchaient la section de queue, se nourrissant de carburant d'aviation, qui fuyait à travers la neige et des rivières sombres. Il fit le tour de l'épave, cherchant un moyen d'entrer. La porte du pilote pendait ouverte, tordue sur des gonds cassés. À l'intérieur, à travers la fumée, il vit du mouvement, une forme se débattant contre une ceinture de sécurité, un bras atteignant le pare-brise brisé. « Tiens bon !» cria Evan, bien que le vent ait volé sa voix. « J'arrive !» Il tira sa veste sur sa bouche et se baissa à l'intérieur. La chaleur était insupportable. Le métal gémissait et se déformait autour de lui. La femme attachée au siège du pilote tourna la tête, et même à travers le sang et la fumée, Evan vit ses yeux grands, terrifiés, fixés sur les siens. « Laissez-moi, haleta-t-elle. » Sa voix était rauque, à peine audible au-dessus du rugissement des flammes. « Ça va exploser, allez-vous-en !» Pas eu une chance. Evan arracha un multi-outil de sa ceinture et le scia à la ceinture de sécurité. Le nylon résistait, fondant de la chaleur. Ses mains tremblaient, la sueur coulait sur son visage. Le feu rampait plus près, consommant la cabine arrière, transformant l'hélicoptère en four. La femme attrapa son poignet. « J'ai dit, laissez-moi. » Evan rencontra son regard. « Et j'ai dit non. » La ceinture de sécurité claqua. Il passa ses bras sous les siens et la traîna en arrière, hors du siège, à travers le plancher déformé. Elle poussa un cri. Sa jambe était coincée sur quelque chose, tordue à un mauvais angle. Evan ne s'arrêta pas. Il tira plus fort, et ce qui la retenait céda avec un craquement répugnant. Ils tombèrent dans la neige juste au moment où le réservoir de carburant s'enflamma. L'explosion les souleva tous les deux du sol et les jeta 10 pieds en bas de la pente. Evan frappa fort, roula et se releva sur ses genoux, les oreilles bourdonnantes et les poumons hurlant d'air. La femme gisait à côté de lui inconsciente,
Son visage pâle sous des traînées de sang et de suie, il vérifia son pouls. Faible, mais là. Sa jambe était définitivement cassée, fracture ouverte au visible à travers le tissu déchiré. Son bras gauche pendait mou. Des brûlures couvraient son cou et ses mains. Elle avait besoin d'un hôpital et le plus proche était à 40 miles à travers une tempête qui venait d'immobiliser tous les avions de la région. Evan regarda l'épave en feu. Une fumée noire s'échappait dans le ciel, une balise qui amènerait des équipes de recherche éventuellement, mais pas assez tôt. La tempête ne faisait qu'empirer, la température chutant rapidement, la visibilité proche de zéro. Il ne pouvait pas la porter sur Quarnet Miles, mais il pouvait la porter aussi. Evan retira sa veste extérieure et l'enroula autour du torse de la femme, puis la hissa sur son dos en fireman's carry. Elle gémit, mais ne se réveilla pas. Son poids s'installa sur ses épaules et il commença à marcher. Le vent le combattait à chaque pas. La neige l'aveuglait, ses jambes brûlaient, ses poumons lui faisaient mal. Il se concentra à mettre un pied devant l'autre, comptant les pas, mesurant les progrès en yards au lieu de miles. Le sentier de la crête disparut sous la poudreuse fraîche, mais Evan avait marché sur cette montagne pendant 10 ans. Il la connaissait dans ses eaux. 20 minutes plus tard, la forme de sa cabane émergea de la tempête. 3 bas, cheminée en pierre, fenêtres brillant faiblement avec la lumière qu'il avait laissée allumer pour sa fille. Un soulagement l'envahit. Il ouvrit la porte d'un coup de pied et porta la femme à l'intérieur, la déposant soigneusement sur le canapé près de la cheminée. La chaleur le frappa comme un mur. Il haleta, toussa, goûta la fumée et le sang. Ses mains tremblèrent alors qu'il retirait ses gants et vérifiait à nouveau les signes vitaux de la femme. Pouls plus fort maintenant, respiration stable. Mais la jambe nécessitait une attention et ses brûlures un traitement, et il avait peut-être 1 heure avant que le choc ne s'installe. Evan attrapa la trousse de premier secours de la cuisine et s'agenouilla près du canapé. Il coupa son pantalon déchiré pour exposer la fracture, nettoya la plaie du mieux qu'il put et stabilisa la jambe avec une attelle faite de goujons en bois et de rubans adhésifs. Ce n'était pas joli, mais ça tiendrait. Il pansa les brûlures sur son cou et ses mains avec de la pommade antibiotique et de la guéale, puis l'enveloppa dans des couvertures et éleva sa jambe blessée sur une pile d'oreillers. Ce n'est qu'alors qu'il se laissa respirer. Il s'enfonça dans la chaise en face d'elle et pressa ses paumes contre ses yeux. Tout son corps tremblait. L'adrénaline s'épuisa, laissant l'épuisement dans son sillage. Dehors, la tempête martelait les murs de la cabane, faisant vibrer les fenêtres, hurlant dans la cheminée. À l'intérieur, le feu crépitait doucement. La femme dormait. Evan étudia son visage. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être début trentaine. Très fort, mâchoire nette, cheveux foncés mêlés de sang. Combinaison de volchères, bottes sur mesure, équipement haut de gamme qui ne correspondait pas à l'épave de l'hélicoptère qu'elle pilotait. Tout en elle criait l'argent et l'accès, ce qui soulevait la question, qu'est-ce que l'enfer qu'une personne comme elle faisait à voler seule dans une tempête de montagne, dans un avion, qui semblait avoir été tenu ensemble par des prières et des pièces de rechange? Son regard dériva vers sa main gauche. Pas d'alliance. Mais il y avait une fine cicatrice sur sa paume, vieille et fanée, le genre que l'on obtient en s'accrochant à quelque chose de tranchant quand on aurait dû lâcher prise. Les yeux de la femme s'ouvrirent. Evan s'assit. Doucement. Ne bougez pas. Vous avez une jambe cassée et quelques brûlures. Vous êtes en sécurité. Elle cligna lentement des yeux, se concentrant sur lui. Ses pupilles étaient inégales. Possible commotion cérébrale. Elle essaya de s'asseoir, grimaça et retomba contre les oreillers. Où? Ma cabane, à environ 2 miles du site du crash. La tempête est trop forte pour une évacuation. Vous êtes coincé ici jusqu'à ce qu'elle se calme. L'hélicoptère. Parti. Brûlé. Elle ferma les yeux. Sa mâchoire se serra. L'enregistreur de données.
Également parti, je suppose. Mais vous êtes en vie et c'est ce qui compte. Ses yeux s'ouvrirent à nouveau, et cette fois il y avait quelque chose de tranchant en eux, quelque chose de calculateur. Vous ne comprenez pas. Cet avion, il y avait des preuves. Preuve de quoi? Elle hésita. Son regard balaya la cabane, les meubles usés, la cuisine simple, les photos sur la cheminée. Photos de famille. Evan et une petite fille avec des tresses foncées et un sourire édenté. Une photo de mariage, base fanée, montrant un Evan plus jeune et une femme aux yeux gentils avec des ailes de pilote épinglées à sa veste. La femme sur le canapé devint très immobile. « Vous êtes un pilote. »« L'était, » corrigea Evan. « Plus maintenant. »« Mais vous l'étiez. Vous connaissez les avions. Vous connaissez les systèmes. » Elle lutta pour se relever à nouveau, et cette fois Evan l'aida, calant des oreillers derrière son dos. Elle le regarda avec une intensité qui le rendit mal à l'aise. « Quel est votre nom? »« Evan Cole. » Son visage devint pâle. « Cole. Comme Sarah Cole. » La pièce s'inclina. Les mains d'Evan se serrèrent en poing. « Comment connaissez-vous le nom de ma femme? » La respiration de la femme s'accéléra. Elle le regarda comme si elle avait vu un fantôme. « Parce qu'elle est morte dans un de nos avions il y a 10 ans, le 14 février, la Saint-Valentin. La FAA a blâmé une erreur de pilote, mais ce n'était pas. C'était un support de stabilisateur défectueux. Et la compagnie de mon père a enterré les preuves pour éviter un rappel. » Evan ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer. Les mots le frappèrent comme des balles, chacun déchirant les murs soigneusement construits qu'il avait érigés autour de la mémoire de Sarah. « Qu'est-ce que vous venez de dire? »« Mon nom est Lena Hart, mon père est Richard Hart, Hart Aviation. Nous avons construit l'hélicoptère qui a tué votre femme. » Le silence qui suivit fut absolu. Même la tempête semblait retenir son souffle. Evan se leva lentement, sa vision en tunnel, son pouls martelant dans ses oreilles. « Vous mentez. »« Je ne mens pas. » La voix de Lena se brisa. « J'ai passé les 3 dernières années à essayer de le prouver. J'ai trouvé les mémos internes, les données de tests supprimées, les pots de vin aux enquêteurs. Mon père savait que les stabilisateurs défaillaient, et il les a vendus quand même parce qu'un rappel lui aurait coûté des millions. 63 avions, 41 crashs, 78 morts. Votre femme était la numéro 18. » Les jambes d'Evan cédèrent. Il se laissa retomber sur la chaise, les mains tremblantes, l'esprit chancelant. Le visage de Sarah nagea devant lui, riant, radieuse, vivante. Puis l'appel du site du crash, le cercueil fermé, le rapport de la FAA qui la blâmait pour une défaillance mécanique qu'elle n'aurait pas pu empêcher. La culpabilité qu'il avait portée pendant 10 ans, se demandant s'il avait manqué quelque chose, s'il n'avait pas correctement entretenu son avion, s'il aurait pu la sauver. « Pourquoi? » chuchota Evan. « Pourquoi me dites-vous ce que là? » « Parce que j'essayais de finir ce qu'elle avait commencé. » Les yeux de Lena se remplirent de larmes. « J'ai reconstruit l'un des avions défectueux, spécifications identiques. J'allais le faire s'écraser de manière contrôlée avec des caméras enregistrant chaque seconde. Prouver que les stabilisateurs ont échoué exactement comme les ingénieurs l'avaient prédit. Mais je n'ai pas tenu compte de la tempête. J'ai perdu le contrôle trop tôt. Le crash n'était pas contrôlé. L'enregistreur est parti. Et maintenant, sa voix se brisa. Maintenant, je n'ai rien. Pas de preuves, pas de justice. Juste un autre échec que mon père va enterrer. » Evan la regarda. Cette femme qui avait rampé dans un piège mortel pour venger sa femme, qui avait failli mourir en essayant d'exposer l'homme qui avait tué Sarah et 71 autres personnes. Qui était la propre fille de Richard Hart? « Pourquoi? » demanda-t-il à nouveau. « Pourquoi iriez-vous contre votre propre père? » Le sourire de Lena était amer. « Parce que c'est un monstre, et je suis fatigué d'être sa complice. » Dehors, le vent hurlait. À l'intérieur, le feu brûlait bas. Et entre eux,
Dans l'espace où le chagrin et la rage et l'espoir impossible s'en mêlaient, quelque chose changea. Evan se pencha en avant. « Dis-moi tout. » Lena parla pendant plus d'une heure. Ses mots vinrent par vagues, hésitants au début, puis plus rapides, comme un barrage qui se brise enfin. Elle raconta à Evan comment elle avait grandi dans l'ombre de son père, le regardant bâtir Hart Aviation en un empire tout en coupant chaque coin que le profit permettait. Elle lui parla du premier crash dont elle se souvenait, un hélicoptère d'information à Phoenix, le pilote tué instantanément, et comment son père avait souri au dîner ce soir-là parce que le procès s'était réglé pour moins que le versement de l'assurance. Elle lui parla de la découverte des dossiers cachés il y a 3 ans, des rapports d'ingénierie qui documentaient les défaillances de stabilisateurs pendant les tests, des mémos de son père ordonnant la suppression des données, des emails aux fonctionnaires de la FAA offrant des contributions de campagne en échange de décisions favorables. Un schéma de corruption si profond et si délibéré qu'il lui retournait l'estomac. « Je l'ai confronté », dit Lena. Ses mains tordaient de la couverture. Je lui ai montré les preuves. Je l'ai supplié d'émettre un rappel. Il a ri. Il a dit que je ne comprenais pas comment les affaires fonctionnaient. Il a dit que les crashs étaient du bruit statistique, des pertes acceptables, et que si j'en parlais publiquement, il me détruirait. Alors vous avez décidé de le prouver vous-même? Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je suis une pilote formée. Il s'en est assuré, a dit que chaque Hart devait comprendre les produits que nous vendions. J'ai donc utilisé son propre argent pour acheter l'un des hélicoptères défectueux dans une casse, l'ai reconstruit selon les spécifications d'origine, et j'ai planifié un vol contrôlé dans les montagnes avec tous les capteurs que je pouvais installer pour enregistrer des données. Si je pouvais prouver que le stabilisateur défaillait sous contrainte, la FAA devrait rouvrir toutes les affaires, y compris celle de votre femme. La gorge d'Evan se serra. Vous alliez vous écraser exprès. Avec parachute et équipement de sécurité, oui. Mais la tempête est arrivée plus vite que les prévisions. J'ai perdu le retour de queue 30 secondes après le décollage. Après cela, il s'agissait juste d'essayer de rester en vie assez longtemps pour atterrir quelque part qui n'était pas une falaise. Elle le regarda. « Vous m'avez sauvé la vie. Après tout ce que ma famille vous a pris, vous avez quand même couru dans le feu. Je ne savais pas qui vous étiez. Est-ce que ça aurait eu de l'importance si vous l'aviez su? » Evan voulait dire oui, voulait dire qu'il l'aurait laissé brûler, qu'elle le méritait, que le sang se payait par le sang. Mais il pensa à sa fille endormie dans la cabane du voisin et sut la vérité. Non, ça n'aurait pas été le cas. Les yeux de Lena scintillèrent. Je ne mérite pas ça. Peut-être pas, mais Sarah aurait fait la même chose. Evan se leva et se dirigea vers la fenêtre, la neige entassée contre la vitre, la tempête faisant toujours rage. L'enregistreur est vraiment parti? Il était boulonné au pare-feu près de la queue. Si le réservoir de carburant a explosé, c'est de la scorie. Et sans lui, c'est lui. Vous n'avez rien. D'accord. Evan se tourna vers Facer. Et si vous vous trompez? À propos de quoi? À propos de la destruction de l'enregistreur. Les boîtes noires modernes sont conçues pour survivre aux incendies, aux impacts, à l'eau. Elles sont conçues pour être récupérables même dans des scénarios de perte totale. Son esprit s'emballa, faisant remonter des détails d'années de formation, de certification, d'enquêtes d'accidents sur lesquelles il avait été consulté avant la mort de Sarah. Si la section de queue s'est détachée avant l'explosion, l'enregistreur pourrait encore être intact. L'espoir vacilla sur le visage de Lena. Vous pensez que nous pourrions le trouver? Peut-être, si la tempête se calme, si nous pouvons retourner sur le site avant les gens de votre père. Evan croisa les bras. Mais j'ai besoin de savoir quelque chose d'abord. Si nous récupérons ces données, si elles prouvent tout ce que vous avez dit, alors quoi? Vous êtes prête à brûler toute votre vie?
Lena n'hésita pas. J'ai déjà essayé de faire s'écraser un hélicoptère pour l'exposer. Vous croyez que je me soucie de mon fonds fiduciaire? Malgré tout, Evan sourit presque. Bon point. De plus, ajouta Lena doucement, je dois autant à votre femme. Je leur dois à tous. Evan regarda la photo sur la cheminée. Sarah lui sourit, figée dans le temps, éternellement âgée de 32 ans. Il avait passé 10 ans à croire qu'elle avait commis une erreur, qu'elle avait trop poussé l'appareil, que peut-être, s'il avait été là, s'il avait vérifié les systèmes une fois de plus, maintenant il connaissait la vérité. Elle n'avait pas échoué. On l'avait fait échouer. Et l'homme responsable construisait toujours des hélicoptères. D'accord, dit Evan. Quand la tempête se calmera, nous y retournerons. Nous trouverons cet enregistreur. Et nous ferons en sorte que votre père réponde de ses actes. Lena hocha la tête. Merci. Ne me remerciez pas encore. Nous avons un long chemin à parcourir. La tempête ne se calma pas cette nuit-là, ni le lendemain. Pendant 48 heures, le vent hurla et la neige tomba et le monde extérieur à la cabane disparut dans un chaos blanc. Evan garda le feu allumé, rationna la nourriture et surveilla l'état de Lena. La jambe était stable, les brûlures guérissaient, mais elle aurait bientôt besoin de vrais soins médicaux. Sa fille Mia appelait sur le téléphone satellite toutes les quelques heures. Elle était en sécurité chez les Richardson d'à côté, aidant Madame Richardson à faire des biscuits et à regarder des films, mais elle lui manquait. Evan promit qu'il viendrait la chercher dès que les routes seraient dégagées, lui dit qu'il l'aimait et raccrocha avant qu'elle ne puisse poser trop de questions sur la femme qu'il avait tirée du feu. Lena dormit la majeure partie du premier jour, son corps combattant le choc et l'épuisement. Quand elle était éveillée, elle et Evan parlaient, prudemment au début, se tournant autour comme des animaux blessés, puis avec une honnêteté croissante. Elle lui raconta son enfance dans les salles de conseil et les country clubs, la solitude d'être l'unique enfant de Richard Hart, le moment où elle réalisa que son père valorisait le profit plus que la vie humaine. Evan lui parla de Sarah, de leur mariage dans une petite chapelle du Montana, de la façon dont elle avait ri quand il l'avait demandé en mariage en plein vol à 10 000 pieds, de la fille qu'elle avait laissée derrière elle qui avait ses yeux et son cœur têtus. Il lui raconta la décennie qu'il avait passée sur cette montagne, élevant Mia seule, évitant tout ce qui ressemblait à la vie qu'il avait perdue. « Vous avez abandonné le pilotage », dit Lena le deuxième soir. Ils étaient assis près du feu, sa jambe relevée, tous deux sirotant des tasses de café. « Complètement. Complètement. Ça vous manque ?» Evan fixa les flammes. « Chaque jour. Pourquoi ne revenez-vous pas? Parce que chaque fois que je pense à monter dans un cockpit, je vois l'hélicoptère de Sarah tomber du ciel. Je vois le site du crash. Je vois le cercueil. » Il posa sa tasse. « Je ne peux plus faire confiance aux machines et je ne peux plus me faire confiance. Même si vous savez que ce n'était pas votre faute. » Savoir quelque chose dans sa tête et le ressentir dans ses tripes sont deux choses différentes. Lena resta silencieuse un instant. Puis elle dit, « Je comprends ça. Je sais depuis 3 ans que la compagnie de mon père a tué 72 personnes. Mais chaque fois que j'écris un chèque, chaque fois que j'utilise le nom Hart, chaque fois que je bénéficie de l'argent construit sur ces morts, je me sens complice, comme si je faisais partie de la machine. Vous essayez de l'arrêter. Essayer ne suffit pas. Des gens meurent encore. » Evan la regarda, à la lumière du feu, meurtrie et bandée. Pasticienne, elle ne ressemblait en rien à la princesse d'entreprise qu'il avait imaginée lorsqu'elle avait prononcé le nom de son père pour la première fois. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait porté un poids écrasant depuis bien trop longtemps. Quelqu'un qui avait enfin décidé de le déposer, même si cela signifiait se briser dans le processus. « Nous allons récupérer l'enregistreur, » dit Evan, « et nous allons finir ce que vous avez commencé. Et si c'est trop tard? Et si les gens de mon père l'ont déjà trouvé? Et si? Alors nous trouverons un autre moyen. Mais nous n'abandonnons pas.
pas après être venu si loin. Lena sourit faiblement. Vous parlez comme mon instructeur de vol. Elle disait que la seule fois où l'on a vraiment échoué, c'est quand on arrête d'essayer. Femme intelligente. Elle est morte dans un hélicoptère Art Aviation il y a 7 ans. Défaillance du stabilisateur. Les mots restèrent suspendus entre eux. Lourd de sens, Evan tendit la main et serra celle de Lena. Elle la serra fort. Dehors, le vent commença à s'apaiser. Au 3e matin, la tempête était passée. Evan se réveilla sous un pâle soleil traversant les fenêtres et un silence si profond qu'il semblait que le monde retenait son souffle. Il vérifia Lena, toujours endormie, respirant régulièrement, puis sortit dans un paysage transformé. La neige recouvrait tout, lisse et immaculée, effaçant les sentiers et les repères qu'il connaissait par cœur. Le ciel s'étendait bleu et infini au-dessus. L'air était froid et pur, et quelque part là-bas, enfoui dans le blanc, se trouvait l'épave d'un hélicoptère et la vérité qu'elle portait. Evan rentra à l'intérieur et trouva Lena éveillée, luttant pour s'asseoir. « C'est fini? La tempête? Oui, mais nous avons peut-être 6 heures avant que la route ne soit assez dégagée pour que les services d'urgence atteignent le site du crash. Si nous voulons les devancer, nous devons bouger maintenant. Je ne peux pas marcher sur cette jambe. Je sais, je vais vous porter. Evan, c'est 2 miles à travers la neige. J'ai fait des choses plus difficiles. » Il attrapa son équipement, des cordes, des outils, la balise avalanche qu'il gardait pour les urgences. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur me dire où creuser une fois que nous aurons trouvé la section de queue. Lena le regarda. Pourquoi faites-vous ça? Parce que Sarah mérite justice, parce que 71 autres personnes méritent justice, et parce que vous avez tout risqué pour la leur donner. Il tendit la main. Maintenant, venez, nous brûlions le jour. Elle prit sa main, mais la randonnée de retour vers le site du crash fut brutale. La neige avait dérivé en profondeur par endroits, forçant Evan à patauger dans une poudreuse jusqu'à la taille tout en portant Lena sur son dos. Ses jambes hurlaient, ses poumons brûlaient, la sueur trempait ses couches malgré le froid. Mais il continuait d'avancer pas à pas, suivant la légère tache de fumée à l'horizon là où l'hélicoptère avait brûlé. Lena le dirigea par-dessus son épaule, sa voix stable, malgré la douleur qu'il savait qu'elle devait ressentir. La section de queue aurait dû se séparer à l'impact, chercher des débris éparpillés à l'est de l'épave principale. C'est sous le vent. Ils trouvèrent le site du crash principal en premier. Le fuselage était un squelette noirci, du métal tordu en forme abstraite, la neige fondant dans des flaques sombres où la chaleur irradiait encore de l'épave. L'estomac d'Evan se retourna. Ça ressemblait exactement au crash de Sarah, exactement au cauchemar qu'il fuyait depuis une décennie. « Evan ?» Lena posa sa main sur son épaule. « Ça va? » Il déglutit difficilement. « Oui, continuons. » Ils firent le tour vers l'est, balayant la pente. La neige avait recouvert la plupart des débris, mais ça et là, des morceaux de métal dépassaient du blanc. Une pale de rotor, une section de train d'atterrissage, des fragments de la verrière du cockpit. Evan suivit le schéma de dispersion, lisant le crash comme une histoire écrite en aluminium tordu et en composite brisé. Et puis il le vit. 30 yards en contrebas de la pente, à moitié enfoui dans un banc de neige. La poutre de queue glissait sur le côté. Le stabilisateur vertical était parti, cisaillé pendant l'impact, mais les sections horizontales étaient toujours attachées et boulonnées au pare-feu, protégées par un boîtier orange vif, se trouvait l'enregistreur de données de vol. Là, pointa Lena, c'est ça. Evan la posa délicatement sur un rocher et pataugea dans la neige jusqu'à la section de queue. L'enregistreur était monté avec 4 boulons, tous dénudés et fusionnés par la chaleur. Il sortit une clé de son sac et commença à les desserrer. Le métal résista, gémit, finit par céder. 1 boulon, 2, 3. Le son des rotors d'hélicoptère résonna à travers la vallée. La tête d'Evan se leva brusquement.
3 avions approchaient du sud, volant bas et vite, leur livrée d'entreprise visible même à distance. Les logos de Hart Aviation brillaient sur leur fuselage. « Ils sont là, » dit Lena. Sa voix était tendue. « Mon père les a envoyés. » Evan arracha le 4e boulon et arracha l'enregistreur de son boîtier. La boîte orange était brûlée mais intacte, son boîtier non percé. Il la fourra dans son sac et se précipita vers Lena. « Tu peux te tenir si je cours? Ai-je le choix? » « Pas vraiment. » Il la tira sur son dos et commença à bouger, s'éloignant du site du crash, se dirigeant vers la ligne d'arbres où les hélicoptères ne pouvaient pas atterrir. Derrière eux, les avions descendirent, les rotors soulevant des nuages de neige. Des hommes en équipement tactique se déversèrent, se répandant sur la pente, cherchant l'épave. L'un d'eux repéra Evan et Lena. Il cria. Les autres se tournèrent. Evan courut plus fort. Ses poumons hurlaient. Ses jambes étaient lourdes comme du plomb. Le poids de Lena menaçait de l'entraîner à chaque pas. Mais il ne s'arrêta pas, ne ralentit pas, juste concentré sur les arbres devant lui et le sentier étroit qui serpentait en descendant la montagne vers la route principale. Ils atteignirent la lisière de la forêt. La forêt les engloutit, les branches chargées de neige, les ombres profondes et dissimulantes. Evan risqua un coup d'œil en arrière. Les hommes suivaient, avançant vite, coordonnés comme une unité militaire. Mais ils étaient à pied maintenant, et Evan connaissait ces bois. Il connaissait chaque sentier, chaque raccourci, chaque endroit où la montagne les cacherait. « Tiens bon, » dit-il à Lena, et puis il courut comme si sa vie en dépendait, parce que c'était le cas. Ils émergèrent de cette forêt 1 heure plus tard, épuisés et gelés, pour trouver le camion d'Evan garé là où il l'avait laissé 3 jours auparavant. Il installa Lena sur le siège passager, démarra le moteur et conduisit. Les routes étaient encore dangereuses, la glace cachée sous la neige fraîche, mais Evan conduisait sur cette montagne depuis 10 ans. Il savait où l'adhérence était, où le danger rôdait. Derrière eux, les hélicoptères décollèrent, cherchant. Mais ils cherchaient dans la mauvaise direction. Et le temps qu'ils réalisent leur erreur, Evan et Lena étaient déjà à mi-chemin de la ville. Lena tira l'enregistreur du sac et le berça sur ses genoux. « Nous l'avons fait. Nous l'avons vraiment fait. »« Pas encore, » dit Evan. « Nous devons encore faire analyser les données, les vérifier, les soumettre à la FAA. Les avocats de votre père se battront à chaque étape du chemin. Laissez-les. J'ai 3 ans de preuves pour appuyer cela. Mémos internes, rapports d'ingénierie, dossiers financiers montrant les pots de vin. Cet enregistreur n'est que la pièce finale. » Evan la regarda. « Vous allez vraiment faire ça? Témoigner contre votre propre père? »« Je dois. C'est le seul moyen de réparer ça. Ça va vous détruire. Votre famille, votre réputation, tout. » Lena rencontra ses yeux. « Bien. Je veux que ce soit détruit. Je veux tout brûler et construire quelque chose de mieux à partir des cendres. » Evan la crut presque. Ils atteignirent le bureau du shérif juste avant midi. Evan porta Lena à l'intérieur, dépassant des adjoints surpris, directement au bureau du shérif Carla Martinez. Carla jeta un coup d'œil aux blessures de Lena et à la boîte orange dans les mains d'Evan et dit « Qu'est-ce que l'enfer s'est passé là-haut? »« Des preuves, » dit Evan, « d'homicide involontaire par négligence d'entreprise, de corruption de la FAA et de 72 meurtres. » Les yeux de Carla s'écarquillèrent. « C'est une sacrée accusation, Cole. Et nous pouvons le prouver. » Lena se pencha en avant. « Mais nous avons besoin de protection. Les gens de mon père sont déjà ici. Ils ont essayé de nous empêcher de récupérer cet enregistreur. Ils essayeront encore. Qui est votre père? » « Richard Hart, Hart Aviation. » Carla siffla doucement. « Vous êtes sérieuse? »« Complètement. » La shérif regarda Evan, il hocha la tête. Elle soupira, décrocha le téléphone et commença à passer des appels. Au FBI,
à la FAA, au procureur de district. Dans les 2 heures, des agents fédéraux avaient sécurisé l'enregistreur, pris la déclaration de Lena et placé elle et Evan sous protection. Dans les 4 heures, la nouvelle des données de vol récupérées avait fuité à la presse. Dans les 6 heures, les avocats de Richard Hart avaient déposé une injonction pour bloquer la diffusion des données. Et dans les 8 heures, le téléphone d'Evan sonna avec un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Il répondit « Allô? » Monsieur Cole, la voix était douce, cultivée, froide. « Mon nom est Richard Hart. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » La main d'Evan se serra sur le téléphone. « Je ne crois pas. Ma fille est d'un équipement qui a été pris de ma propriété sans autorisation. Votre fille est une adulte qui fait ses propres choix, et cet équipement est une preuve dans une enquête fédérale. Monsieur Cole, je comprends que vous ayez perdu votre femme dans un accident malheureux il y a 10 ans. J'en suis vraiment désolé, mais remuer de vieilles tragédies ne la ramènera pas. Cela ne fera que causer plus de douleur. Est-ce une menace? C'est un avertissement. Ma famille a des ressources que vous ne pouvez imaginer. Des avocats qui bloqueront cette affaire pendant des décennies. Des enquêteurs qui examineront chaque aspect de votre vie. Je vous enterrerai, Monsieur Cole, et j'enterrerai ma fille. Tout cela pour protéger une entreprise qui emploie des milliers de personnes et contribue des milliards à l'économie. Ces milliers de personnes méritent de travailler pour une entreprise qui ne tue pas ses clients. Les crashs sont une inévitabilité statistique en aviation. Vous le savez. Pas quand ils sont causés par des défauts que vous connaissiez et que vous avez cachés. Silence. Puis doucement, Lena vous a dit ça? Elle m'a montré les preuves. Alors vous êtes un fou. Elle est obsédée par cette théorie du complot depuis des années. Elle est mentalement instable, Monsieur Cole. Elle a besoin d'aide, pas d'encouragement. Elle a failli mourir en essayant de prouver que vous êtes un meurtrier. Ça ne semble pas instable. Ça semble courageux. Courageux, Richard Hart rit. C'est comme ça que vous appelez ça? Moi, j'appelle ça un gâchis. Elle avait tout. Richesse, position, un avenir. Et elle l'a jeté pour une croisade qui n'accomplira rien d'autre que sa propre destruction. Peut-être qu'elle pense que certaines choses valent plus que l'argent. Et elle est encore plus naïve que je ne le pensais. La chaleur s'échappa de la voix de Hart. Soyons clairs, Monsieur Cole. Si vous continuez sur cette voie, je vous ruinerai. Je vous prendrai votre maison, votre réputation, la garde de votre fille. Je ferai en sorte que vous ne travailliez plus jamais, que vous ne voliez plus jamais, que vous ne connaissiez plus jamais la paix. Tout ce que vous avez à faire est de vous en aller. Evan regarda par la fenêtre de la maison sûre où les agents du FBI l'avaient emmené, lui et Lena. Elle était assise sur le canapé, sa jambe cassée surélevée, parlant à un autre téléphone à un avocat. Même meurtrie et bandée, même face à la destruction de tout son monde, elle semblait déterminée, incassable. Elle ressemblait à Sarah. « Non, dit Evan. « Excusez-moi. J'ai dit non, je ne m'en vais pas. Ni votre fille. Et quand ce sera fini, quand la vérité éclatera et que la FAA rouvrira chaque cas et que les familles obtiendront justice, vous irez en prison, là où vous devez être. Vous faites une erreur. Je vais faire beaucoup d'erreurs, Monsieur Hart. Ce n'en est pas une. » Evan raccrocha. De l'autre côté de la pièce, Lena raccrocha son propre téléphone et le regarda. C'était lui, n'est-ce pas, mon père? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il va nous détruire. Il essaiera. Je sais. Van s'assit à côté d'elle. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Il est encore temps de faire marche arrière. Accepter un accord, disparaître, recommencer ailleurs où il ne pourra pas vous trouver. Lena secoua la tête. J'en ai marre de fuir. J'en ai marre d'avoir peur de lui. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterons ensemble. Evan pensa à Sarah, à la décennie qu'il avait passée à se cacher sur cette montagne, élever Maya en isolement.
Peur de vivre parce que vivre signifiait risquer plus de pertes. Au moment où il avait couru dans le feu pour sauver une inconnue parce que c'était la bonne chose à faire, il pensa à l'enregistreur et aux données qu'il contenait et aux 72 noms qu'il vengerait. Ensemble, il acquiesça. Et pour la première fois en 10 ans, Evan Cole sentit qu'il était exactement là où il devait être. L'enquête fédérale avança plus vite que quiconque ne s'y attendait. Dans les 72 heures suivant la récupération de l'enregistreur de données de vol, 3 bureaux de terrain du FBI avaient ouvert des dossiers coordonnés contre Heart Aviation. Les données de l'enregistreur étaient accablantes. Elles montraient le support de stabilisateur défaillant exactement comme les rapports d'ingénierie supprimés l'avaient prédit, le mode de défaillance exact qui avait tué Sarah Cole et 71 autres personnes. Combiné aux documents internes que Lena avait collectés pendant 3 ans, elle dépeignait une image de négligence corporative systématique qui fit la une des journaux à travers le pays. La réponse de Richard Hart fut immédiate et vicieuse. À la fin de la première semaine, Evan se retrouva nommé défendeur dans 4 procès distincts. Heart Aviation affirma qu'il avait pénétré sans autorisation sur leur propriété, volé des équipements de la compagnie et conspiré avec Lena pour nuire à la réputation de la corporation. Les documents légaux arrivèrent à la maison Sur dans d'épaisses enveloppes Kraft, chacune représentant des millions de dommages potentiels. Evan s'assit à la table de la cuisine et les lut tandis qu'un agent du FBI nommé Torres faisait du café et prétendait ne pas remarquer la façon dont ses mains tremblaient. « Ils essayaient de vous ruiner, » dit Torres finalement. « Rendre le combat trop cher. » J'ai remarqué. Evan posa le dernier document. « Combien de temps cela peut-il durer? » Dépend de la profondeur des poches de Hart. Ça pourrait être des mois. Ça pourrait être des années. Je n'ai pas des années. J'ai une fille qui a besoin que son père soit à la maison, pas enterré dans des dépositions. Alors peut-être est-il temps d'envisager un accord. Evan leva brusquement les yeux. Vous êtes sérieux? Torres haussa les épaules. Je ne dis pas que c'est juste, je dis que c'est la réalité. Heart Aviation emploie 3000 personnes. Ils ont des connexions politiques qui vont jusqu'au Sénat. Le cours de l'action de la compagnie est déjà en baisse de 18%. Si cela traîne, elle pourrait s'effondrer complètement. Beaucoup de gens perdront leur emploi, leur retraite, leurs moyens de subsistance. La pression pour que cela disparaisse discrètement est énorme. 72 personnes sont mortes parce que Richard Hart a choisi le profit plutôt que la sécurité. Vous voulez que je le laisse partir? Je veux que vous surviviez à ça. Il y a une différence. Avant qu'Evan ne puisse répondre, Lena entra dans la cuisine avec des béquilles, sa jambe cassée dans une botte de marche. Elle avait été au téléphone avec des avocats la majeure partie de la matinée, et l'épuisement se lisait dans les cernes sous ses yeux. « Ils viennent de déposer une motion pour bloquer mon témoignage, dit-elle, affirmant que je suis mentalement incompétente en raison du traumatisme du crash. » Evan se leva. « Peuvent-ils faire ça? » « Ils peuvent essayer. Les avocats de mon père soutiennent que j'ai subi une lésion cérébrale traumatique lors du crash et que par conséquent, toute déclaration que je fais est peu fiable. Ils ont 3 psychiatres prêts à témoigner que je suis délirante. C'est insensé. C'est mon père. » Lena s'assit prudemment sur une chaise. « Il a aussi gelé tous mes comptes, cartes de crédit, accès bancaire, fonds fiduciaires, tout. J'ai peut-être 300 chars en espèces et tout ce que je peux emprunter. » Torres siffla. « Il vous coupe complètement les vivres. » C'est ce qu'il fait. Le contrôle par l'argent. Il pense que s'il me rend assez désespéré, je reviendrai en rampant et rétracterai tout. Evan s'appuya contre le comptoir. « Le ferez-vous? » Lena rencontra ses yeux. « Sarah l'aurait-elle fait? » Non, elle se serait battue jusqu'à ne plus pouvoir se battre. « Alors c'est votre réponse. » Lena sortit un dossier de son sac et étala des documents sur la table. « J'ai examiné les dossiers personnels de mon père, ceux que j'ai copiés avant de partir. Il y a quelque chose ici que nous avons manqué, je pense. » Esteban se rapprocha. Les documents étaient des dossiers financiers.
Des feuilles de calcul montrant des paiements effectués par le biais de sociétés écrans à diverses personnes au cours de la dernière décennie. La plupart des noms ne lui disaient rien, mais les doigts de Lena s'arrêtèrent sur une entrée. Ici Walter Benson, ancien inspecteur de la FIA. Il a reçu 200 000 $ 3 mois avant la clôture de l'enquête initiale sur le crash de votre femme. Torres se pencha par-dessus son épaule. Vous dites que Hart a soudoyé l'inspecteur? Je dis que mon père a fait un paiement à l'homme qui a statué que la mort de Sarah était due à une erreur de pilote, malgré des preuves de défaillance mécanique. Dites-moi à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ce que nous devons parler à Walter Benson. Evan sortit son téléphone. Torres, pouvez-vous obtenir une adresse? Déjà en train de le faire. Pendant que Torres passait des appels, Lena continua de trier les documents. Ses mains bougeaient rapidement, efficacement, organisant les preuves avec la précision de quelqu'un qui s'était préparé à ce moment pendant des années. Evan la regarda travailler et ressentit une admiration à contre-cœur. Elle était née dans la richesse et le privilège, aurait pu vivre toute sa vie dans un déni confortable, mais elle avait choisi cela à la place. Choisi de brûler tout ce que sa famille avait construit parce que c'était la bonne chose à faire. Cela lui rappela le choix qu'il avait fait 10 ans plus tôt, le jour où il avait décidé d'arrêter de voler plutôt que de risquer la vie d'une autre personne sur des machines auxquelles il ne pouvait pas faire confiance. Circonstances différentes, même principe. Parfois, la seule façon de vivre avec soi-même est de s'éloigner de tout ce que l'on connaît. Sauf que Lena ne s'éloignait pas. Elle marchait droit dans le feu. « Trouvé », annonça Tress. Walter Benson, inspecteur à la retraite de la FAA vivant à Scottsdale, Arizona. Pas de casier judiciaire, mais il a été appelé à témoigner dans 3 affaires d'aviation distinctes au cours des 5 dernières années. Toujours du côté du fabricant. Pratique, marmonna Evan. Nous devons lui parler, dit Lena. Le faire enregistrer sur le paiement. Torres secoua la tête. C'est un travail pour le FBI, pas pour des civils sous protection. Alors vous allez lui parler. Nous le ferons. Mais ça prend du temps. Nous avons besoin de mandats. Nous devons coordonner avec le bureau de Phoenix. Nous avons besoin du temps que nous n'avons pas, interrompit Lena. Les avocats de mon père vont demander le rejet de cette affaire dans les 2 semaines. Si nous n'avons pas le témoignage de Benson d'ici là, toute l'enquête pourrait s'effondrer. Je comprends l'urgence, mademoiselle Hart, mais je ne peux pas simplement vous laisser voler en Arizona sur une intuition. Ce n'est pas une intuition, ce sont des preuves. Et j'y vais, que vous l'autorisiez ou non. Torres regarda Evan. Faites-lui entendre raison. Evan considéra la situation. Le FBI était méticuleux mais lent, lié par des procédures et des protocoles que les avocats de Richard Hart exploiteraient à chaque tournant. Ils avaient besoin de quelque chose qui ouvrirait l'affaire en grand, quelque chose d'indéniable. Un inspecteur de la FAA corrompu admettant devant la caméra qu'il avait falsifié le rapport de crash de Sarah ferait exactement cela. Mais cela signifiait quitter la protection. Cela signifiait s'exposer à toutes les ressources que Hart pourrait mobiliser. Cela signifiait un risque, puis encore tout ce qui en valait la peine semblait l'être. « Je conduirai, dit Evan. Torres leva les mains. Vous êtes tous les 2 fous. Probablement, acquiesça Lena, mais nous y allons quand même. L'agent les regarda longuement, puis soupira. Bien, mais vous prenez 2 téléphones, un pour vous, un suivi par nous. Vous vous enregistrez toutes les 4 heures, et si quelque chose tourne mal, vous appelez des renforts immédiatement. Accord? Accord, dit Evan. Ils partirent cet après-midi-là. Le trajet jusqu'à Scottsdale prit 14 heures d'affilée. Evan conduisit pendant que Lena naviguait, son ordinateur portable équilibré sur ses genoux, tandis qu'elle compilait davantage de preuves des dossiers de son père. Ils ne s'arrêtèrent que pour l'essence et la nourriture, mangeant des hamburgers au drive-in, tandis que l'autoroute se déroulait sous eux, les emmenant loin des montagnes et vers le désert. Quelque part en dehors de Flagstaff,
Alors que le soleil se couchait en bande d'orange et d'or, Lena ferma son ordinateur portable et regarda Evan. « Puis-je vous demander quelque chose? »« Bien sûr. »« Pourquoi faites-vous ça, vraiment? Vous auriez pu remettre l'enregistreur au FBI et vous en aller, les laisser gérer. Mais à la place, vous traversez 2 États, risquant des procès, et pire, pour une femme que vous avez rencontrée il y a moins d'1 semaine. » Evan garda les yeux sur la route. « Vous savez pourquoi, mais ça c'est d'acc. Vous me faites bon. Sarah? En partie, mais aussi parce que j'ai passé 10 ans à me cacher du monde, me convainquant que garder Mia en sécurité signifiait la garder isolée. Puis vous êtes tombé du ciel et vous m'avez rappelé que parfois, la seule façon de protéger les gens que vous aimez est de se battre pour quelque chose de plus grand que soi. C'est beaucoup de poids à mettre sur un crash d'hélicoptère. Vous avez commencé ce combat il y a 3 ans. Vous avez construit cet avion en sachant que vous pourriez mourir. Vous étiez prête à tout sacrifier pour prouver que votre père a tué ces gens. Ça, c'est un genre de courage que j'avais oublié existait. » Lena resta silencieuse un instant. « J'étais terrifié tout le temps. Construire l'hélicoptère, planifier le vol, monter dans le cockpit. Je continuais à penser que je devrais peut-être juste donner les preuves à un journaliste, laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Mais ensuite, je me souvenais de mon instructrice de vol, celle qui est morte il y a 7 ans. Et je savais que si je ne faisais pas ça, si je ne le prouvais pas au-delà de tout doute, mon père trouverait un moyen de l'enterrer. Il le fait toujours. Pas cette fois. Comment pouvez-vous être si sûr? Parce que vous êtes toujours là, toujours en train de vous battre, et vous avez 72 familles qui méritent la vérité pour vous soutenir. Ce n'est pas quelque chose que même Richard Hart peut enterrer. » Lena sourit faiblement. « Vous parlez comme Sarah. Elle devait être remarquable. Elle l'était. Elle croyait que les gens étaient fondamentalement bons, que le monde pourrait être meilleur si suffisamment de gens choisissaient de le rendre meilleur. J'ai cru avoir perdu cette conviction quand je l'ai perdue. Il s'avère que je l'avais juste égarée pendant un certain temps. » Ça, c'est un... Ils roulèrent dans l'obscurité, l'autoroute un ruban de lumière coupant la nuit. Derrière eux, la vieille vie d'Evan reculait à chaque mile. Devant, l'avenir attendait. Incertain, dangereux, mais d'une manière ou d'une autre plus réel que tout ce qu'il avait ressenti depuis une décennie. Ils arrivèrent à Scottsdale juste après l'aube. Walter Benson vivait dans une communauté de retraités à une périphérie de la ville, l'un de ces vastes développements avec des terrains de golf et des lacs artificiels et des maisons qui toutes se ressemblaient vaguement. Evan se gara en face de l'adresse de Benson et étudia la maison. Un seul étage, stock beige, garage pour 2 voitures. Un système d'arrosage maintenait la pelouse incroyablement verte malgré la chaleur du désert. « Comment voulez-vous jouer ça? » demanda Evan. Lena sortit son téléphone et commença à enregistrer. Directement, nous marchons, sonnons à la porte et lui posons des questions sur le paiement. Voyons comment il réagit. Et s'il nous claque la porte au nez, alors au moins nous aurons essayé. Ils traversèrent la rue et sonnèrent à la porte. Des pas s'approchèrent de l'intérieur, lents et traînants. La porte s'ouvrit pour révéler un homme d'une 60aine d'années, les cheveux gris clairsemés, des lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour de son cou. Il les regarda avec une confusion polie. « Puis-je vous aider? »« Walter Benson, » demanda Lena. « C'est exact. Je m'appelle Lena Hart. Voici Evan Cole. Nous aimerions vous parler d'un paiement que vous avez reçu de Hart Aviation il y a 10 ans. » L'expression de Benson passa de la confusion à la méfiance. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Vous ne savez pas, 200 000 $ payés 3 mois avant que vous n'approuviez l'enquête sur le crash de Sarah Cole. Celui que vous avez qualifié d'erreur de pilote, malgré les preuves de défaillance mécanique. » La couleur s'échappa du visage de Benson. « Je pense que vous devriez partir. »« Monsieur Benson, j'ai des documents du paiement, des relevés bancaires, des dépôts de société écran, des emails entre vous et mon père organisant la transaction.
Si vous nous parlez maintenant, coopérez avec l'enquête du FBI. Peut-être que nous pourrons arranger quelque chose, mais si vous ne le faites pas, j'ai dit de partir. Benson commença à fermer la porte. Evan la retint de sa main. Ma femme est morte dans ce crash. Vous l'avez blâmée pour un défaut que vous saviez exister. Vous avez pris de l'argent pour mentir sur ce qui l'a tué. Alors non, Monsieur Benson. Nous ne partirons pas tant que vous n'aurez pas répondu à nos questions. Benson le regarda. Quelque chose dans le visage du vieil homme s'effondra. Pas la peur, mais la honte. Une honte profonde, corrosive qui le rongeait depuis des années. Ses épaules s'affaissèrent. Vous ne comprenez pas la pression. Hart Aviation était le plus grand fabricant de la région. Si j'avais statué contre eux, si j'avais forcé un rappel, des milliers d'emplois auraient été perdus. L'économie. 72 personnes sont mortes, dit Evan doucement, parce que vous avez accepté un pôle de veine et couvert d'un défaut mortel. Ce n'est pas une politique économique, c'est un meurtre. Les mains de Benson tremblèrent. Je n'ai jamais pensé, je n'ai pas réalisé combien, mais vous saviez que quelque chose n'allait pas. Vous saviez que le stabilisateur avait défailli et vous avez quand même signé un rapport disant que c'était une erreur de pilote. Le visage du vieil homme se tordit. C'était censé être une seule fois, juste cette seule enquête. Richard Hart m'avait promis que c'était un incident isolé, qu'il réglerait le problème discrètement, que personne d'autre ne serait blessé. Il a dit que si je rendais cela public, cela détruirait la compagnie pour rien. Alors j'ai pris l'argent et j'ai signé le rapport et je me suis dit que c'était pour le bien commun. Des larmes coulèrent sur ses joues burinées. Et puis les crashs ont continué et je suis resté silencieux. Que Dieu me pardonne, je suis resté silencieux. Le téléphone de Lena enregistrait toujours. Monsieur Benson, êtes-vous prêt à témoigner de cela? Officiellement, au tribunal, il la regarda longuement. Vous êtes sa fille. Oui. Pourquoi faites-vous ça à votre propre père? Parce que c'est la vérité. Et parce que ces 72 personnes méritent justice plus que lui ne mérite protection. Benson s'essuya les yeux. J'ai 73 ans. Il me reste peut-être 10 bonnes années, si j'ai de la chance. J'ai passé la dernière décennie à vivre avec ce que j'ai fait et ça m'a dévoré. Alors, oui, je témoignerai, je leur dirai tout. Peut-être que cela ne compensera pas ce que j'ai fait, mais au moins je peux arrêter de faire partie du mensonge. Evan laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Merci. Ils passèrent les 2 heures suivantes à la table de cuisine de Benson, enregistrant sa déclaration, documentant chaque détail de ses interactions avec Richard Hart. Le vieil inspecteur parla d'abord avec hésitation, puis avec une urgence croissante, comme si les mots avaient accumulé de la pression pendant des années. Il décrivit les appels téléphoniques, les réunions dans les hôtels d'aéroport, l'enveloppe pleine d'argent qui arriva avec le virement bancaire. Il décrivit les rapports d'ingénierie qu'on lui avait montrés, les preuves de défaillance de stabilisateur qu'on lui avait dit d'ignorer. Et il décrivit le moment, 3 ans après le crash de Sarah, où il avait vu la nouvelle d'un autre hélicoptère Hart Aviation s'écraser et réalisa qu'il avait de nouveau aidé à tuer. « Je voulais me manifester, » dit Benson. « J'ai appelé la ligne d'urgence du FBI 2 fois, mais chaque fois que j'étais sur le point de le faire, les gens de Hart apparaissaient, jamais menaçants, toujours amicaux, juste pour me rappeler ma retraite, les fonds universitaires de mes petits-enfants, la retraite confortable que j'avais gagnée, me rappelant que dire la vérité me coûterait tout. « Mais vous êtes prêt à le dire maintenant, dit Lena. Quel choix ai-je? Vous avez les preuves. Le FBI enquête déjà. Le stock de Hart Aviation est en chute libre. La vérité va éclater que j'aide ou non. Au moins de cette façon, je peux la raconter moi-même, à mes propres conditions, au lieu de la voir être extorquée au tribunal. » Evan comprit. Benson n'était pas un héros. C'était un lâche qui cherchait la rédemption. Mais parfois les lâches pouvaient encore faire la bonne chose.
même s'il leur fallait des années pour trouver le courage. Ils quittèrent Scottsdale ce soir-là avec la déclaration de Benson, sa promesse de coopérer avec les enquêteurs fédéraux et un affidavit signé qui corroborait tout ce que Lena avait découvert. C'était suffisant pour ouvrir l'affaire en grand, assez pour détruire la défense de Richard Hart, assez pour forcer la FAA à rouvrir chaque enquête, à dédommager les familles, à s'assurer que le nom de Sarah soit enfin lavé. Sur le chemin du retour, quelque part dans l'obscurité entre Phoenix et Flagstaff, Lena commença à pleurer. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage pendant qu'elle regardait par la fenêtre la nuit du désert. Evan ne demanda pas pourquoi. Il tendit juste la main et prit la sienne et elle la serra fort. Ils rentrèrent pour trouver la maison sûre entourée de fourgonnettes de presse. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle de leur voyage en Arizona, du témoignage de Benson, de l'arme fumante qui allait faire tomber Hart Aviation, avait fuité. Des journalistes criaient des questions alors qu'Evan passait, les caméras flashant. Torres les rencontra à la porte, l'air à la fois soulagé et furieux. « Vous étiez censé vous enregistrer toutes les 4 heures, dit-il. « Nous étions occupés, répondit Lena. Occupés à rendre mon travail 10 fois plus difficile. Avez-vous une idée du genre d'attention que vous avez attiré? Les avocats de Hart appellent ça une conspiration. Ils affirment que vous avez contraint le témoignage de Benson. Nous avons tout enregistré, dit Evan, tendant le téléphone de Lena. Il était lucide, volontaire et désireux de confesser. Regardez la vidéo. Vous verrez. Torres prit le téléphone et disparut dans une autre pièce. Evan et Lena s'assirent dans la cuisine, trop épuisés pour faire autre chose que boire du café et attendre. Dehors, les journalistes continuaient leur veille, avides de la moindre information sur le scandale qui consumait l'un des plus grands fabricants d'aviation du pays. 1 heure plus tard, Torres revint. L'enregistrement est solide. Benson a déjà été contacté par notre bureau de Phoenix. Il a tout confirmé. Nous avons assez pour accuser Richard Hart de conspiration, de corruption de fonctionnaires fédéraux et d'obstruction à la justice. La FAA ouvre des enquêtes formelles sur les 72 crashs. Le Congrès appelle à des auditions. Alors c'est fini, dit Lena doucement. L'enquête ne fait que commencer. Mais la dissimulation? Oui, c'est fait. Evan sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Une tension qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié qu'elle était là. Le nom de Sarah serait blanchi, les familles obtiendraient à justice et Richard Hart ferait enfin face aux conséquences des vies qu'il avait détruites dans sa quête de profit. Mais il restait encore une chose à faire. « J'ai besoin de rentrer à la maison », dit Evan. « J'ai besoin de voir ma fille. » Torres hocha la tête. « Nous pouvons organiser le transport de retour vers le Montana. Mais vous restez sous surveillance protectrice jusqu'à ce que nous soyons sûrs que Hart ne ripostera pas. » Assez juste. Levin regarda Lena. « Vous venez? » Elle hésita. « Je devrais rester ici. Aider les enquêteurs, donner plus de témoignages. Vous devriez voir des montagnes qui n'essaient pas de vous tuer. Rencontrer l'enfant dont vous avez indirectement sauvé le père en l'empêchant de passer le reste de sa vie enfoui dans la culpabilité. Peut-être prendre un repas qui n'est pas un plat à emporter d'une cuisine de maison sûre. » Lena sourit malgré elle. « Quand vous le dites comme ça, ils retournèrent au Montana 2 jours plus tard sur un transport fédéral. La vue des montagnes depuis l'air serra la poitrine d'Evan, non pas de peur cette fois, mais de quelque chose comme un retour au bercail. Il avait quitté cet endroit il y a 1 semaine en croyant que sa vie était petite et finie, que le mieux qu'il pouvait espérer était de rester discret et de garder sa fille en sécurité et rien de plus. Maintenant, il revenait avec un but, avec un combat qui valait la peine d'être mené, avec la connaissance que se cacher du monde n'était pas la même chose que le protéger. Mia les rencontra au bureau du shérif, ayant été récupérée chez les Richardson par l'adjointe Chen. Elle se jeta sur Evan au moment où il entra, s'enroulant autour de sa taille et refusant de lâcher prise.
Tu es parti pour toujours, accusa-t-elle, sa voix étouffée contre sa veste. Je sais, ma chérie. Je suis désolée. Madame Richardson a dit que vous aidiez quelqu'un d'important. C'est elle? Mia pointa Lena, qui se tenait maladroitement près de la porte sur ses béquilles. Oui, Mia, c'est Lena. C'est la femme que j'ai tirée du crash d'hélicoptère. Mia étudia Lena avec l'évaluation franche que seuls les enfants pouvaient faire. Tu as cassé ta jambe. Oui, confirma Lena. Ça fait mal? Parfois, mon papa est doué pour réparer les choses. Il a réparé mon vélo quand la chaîne a cassé et ma maison de poupée quand le toit est tombé, et qu'une fois il a réparé le camion de notre voisin, même s'il disait qu'il ne savait rien sur les camions. Le sourire de Lena était authentique. Il a l'air assez capable. Il l'est. C'est le meilleur papa du monde. Mia leva les yeux vers Evan. On rentre à la maison maintenant? Bientôt, j'ai juste besoin de finir quelque chose ici d'abord. Des choses importantes? Très importantes. D'accord, mais Lena peut-elle venir dîner? Madame Richardson a fait trop de lasagne et papa, tu dis toujours que c'est impoli de ne pas partager la nourriture. Evan regarda Lena, qui semblait à la fois touchée et incertaine. Je ne voudrais pas imposer. Vous n'imposeriez pas, dit Evan. De plus, Mia a raison. Madame Richardson fait toujours trop de lasagne. Alors ils allèrent dîner chez les Richardson, une affaire chaleureuse et chaotique avec trop de nourriture et trop de questions, et Mia bavardant sans arrêt sur tout ce qui s'était passé pendant l'absence d'Evan. Lena s'assit entre eux, se relaxant progressivement au fur et à mesure que la soirée avançait, riant des histoires de Mia et répondant à ses questions sur les hélicoptères et les villes et ce que c'était que d'avoir $1 milliard. Je n'ai pas vraiment $1 milliard, précisa Lena. Mon père, oui, j'avais juste accès à une partie de cet argent. Au passé, parce que vous le combattez en justice, dit Mia d'un ton factuel. L'adjoint Chen l'a dit à Madame Richardson qui me l'a dit. Il a dit que vous êtes très courageuse. L'adjoint Chen parle trop, marmonna Evan. C'est bon, dit Lena. Et je ne sais pas si je suis courageuse. La plupart du temps, j'en ai juste marre de mentir. Mia hocha la tête sérieusement. Mon papa dit que la vérité est toujours meilleure, même si c'est difficile. Est-ce vrai? Je pense que oui. Du moins, je l'espère. Après le dîner, après que Mia se fut endormie sur le canapé des Richardson et ait été portée doucement dans leur chambre d'amis, Evan et Lena se tinrent sur le porche, observant les étoiles émerger au-dessus des montagnes. La nuit était claire et froide, le genre de soirée du Montana qui donnait au ciel un sentiment d'infini. Merci pour ça, dit Lena doucement. Je n'ai pas eu de soirée normale depuis des années. J'avais oublié ce que ça faisait. De rien, bien que je doive vous prévenir, Mia planifie déjà votre prochaine visite. Elle a mentionné quelque chose à propos de vous apprendre à pêcher. J'aimerais ça si... Lena hésita. S'il y a une prochaine visite. Une fois le procès terminé, une fois que j'aurai témoigné, je ne sais pas où je finirai. Mon père s'assurera que je sois blacklisté de toutes les industries auxquelles il a des connexions. Je devrais probablement tout recommencer. Nouveau nom, nouvelle ville, nouvelle vie. Vous pourriez rester ici. Les mots les surprirent tous les deux. Lena se tourna pour le regarder. Quoi? Montana, c'est montagne. Cette devil a besoin de gens qui n'ont pas peur de dire la vérité. Et Evan rencontra ses yeux. Je pourrais utiliser quelqu'un qui comprend ce que cela signifie de se battre pour quelque chose de plus grand que soi. Evan, je ne peux pas juste. Je ne vous demande pas de décider ce soir. Je dis juste qu'il y a de la place ici. Ou quelqu'un comme vous, si vous le voulez. Lena étudia son visage pendant un long moment. Vous me connaissez à peine. Je sais que vous avez volé dans une montagne pour prouver une vérité que personne ne voulait entendre. Je sais que vous avez tout abandonné pour obtenir justice pour des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Je sais que ma fille vous aime bien et Mia est un assez bon juge de caractère. Il fit une pause.
Et je sais que Sarah vous aurait aimé aussi. Des larmes scintillèrent dans les yeux de Lena. C'est peut-être la plus belle chose que quelqu'un m'ait jamais dite. Alors vous avez parlé aux mauvaises personnes. Elle rit, un son pris entre la joie et la tristesse. Peut-être bien. Ils se tinrent ensemble dans un silence confortable, observant les étoiles et les montagnes, et l'avenir prendre forme dans l'espace entre ce qui était et ce qui pourrait être. Demain, le combat continuerait. Les avocats de Richard Hart lanceraient de nouvelles attaques. Les médias examineraient chaque détail, et la longue machinerie de la justice avancerait. Mais ce soir, pour un instant, c'était la paix. Et parfois, Evan pensait que la paix était suffisante. La paix dura exactement 3 jours. Von se réveilla le 4e matin pour trouver le shérif Martinez à sa porte, son expression sombre. Derrière elle se tenaient 2 agents fédéraux qu'il ne reconnaissait pas et un homme en costume coûteux, portant une mallette qui coûtait probablement plus cher que le camion d'Evan. « Monsieur Cole, dit Martinez, ces messieurs doivent vous parler. » Evan s'avança sur le porche, refermant la porte derrière lui pour éviter que Mia n'entende. « Qu'est-ce qui se passe? » L'homme à la maillette parla en premier. « Mon nom est Marcus Webb. Je représente les assureurs de Hart Aviation. Nous avons appris que certaines parties pourraient planifier des actions supplémentaires qui pourraient mettre en danger des vies et des biens. Nous sommes ici pour nous assurer que cela n'arrive pas. » Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non. Webb tira une tablette de sa maillette et la tendit à Evan. L'écran montrait des images de sécurité d'un petit aérodrome privé quelque part dans le désert. L'horodatage indiquait 2 jours auparavant. Dans la vidéo, Lena se tenait à côté d'un hélicoptère, pas l'un des modèles corporatifs élégants fabriqués par Hart Aviation, mais quelque chose de plus ancien, plus basique. Elle examinait l'assemblage du rotor avec un mécanicien. L'estomac d'Evan se noua. « Où avez-vous eu ça? » Madame Hart a effectué des inspections non autorisées d'avions Hart Aviation actuellement en service. Elle a accédé à des hangars, examiné des dossiers de maintenance, et selon nos sources, elle planifie quelque chose de catastrophique. Elle essaie de prouver que vos avions sont toujours défectueux. Elle essaie de fabriquer des preuves en sabotant des hélicoptères parfaitement sûrs. La voix de Webb se durcit. « Monsieur Cole, Lena Hart est mentalement instable. Le crash qu'elle a survécu l'a clairement traumatisée au point de la rendre délirante. Elle a besoin d'une aide psychiatrique, pas d'encouragement. Et si vous continuez à encourager son comportement, vous serez tenu légalement responsable de tout dommage qu'elle cause. » L'un des agents fédéraux s'avança. « Nous avons été autorisés à prendre Madame Hart en garde à vue à des fins d'évaluation psychologique. Connaissez-vous son emplacement actuel? » Evan regarda le shérif Martinez. Elle ne le regarda pas dans les yeux. « Carla? » « Je suis désolé, Evan. L'ordre est venu d'un tribunal fédéral. Le juge a statué qu'il y avait suffisamment de preuves pour suggérer qu'elle est un danger pour elle-même et pour les autres. » C'est insensé. Richard Hart a acheté cette décision. « Peut-être, dit Martinez doucement, mais c'est toujours un ordre. Si vous savez où elle est, vous devez nous le dire. » Evan pensa à la conversation qu'il avait eue avec Lena la nuit précédente. Elle avait été agitée, parlant de tous les avions encore en vol, avec des pièces potentiellement défectueuses, des familles qui ne savaient pas qu'elles étaient en danger chaque fois qu'elles prenaient l'air. Elle avait mentionné vouloir mener plus d'inspections, rassembler des preuves irréfutables que le problème n'était pas isolé au crash déjà survenu. Il lui avait dit d'être prudente. Il aurait dû lui dire d'arrêter. « Je ne sais pas où elle est, dit Evan. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Il ne connaissait pas son emplacement exact. Il savait juste qu'elle avait loué une voiture et était partie vers le sud hier matin, disant qu'elle reviendrait dans quelques jours. Webb l'étudia. « Si vous mentez pour la protéger, vous faites une grave erreur. Hart Aviation est prête à vous offrir un accord substantiel. Assez pour payer vos frais de justice, établir un fonds fiduciaire pour votre fille,
Assurez votre sécurité financière à vie. Tout ce que vous avez à faire est de vous éloigner de cette croisade et de laisser Mme Hart obtenir l'aide dont elle a besoin. Aide, c'est ce que vous appelez enfermer quelqu'un pour la faire taire? J'appelle ça prévenir une tragédie. Elle a déjà essayé de faire s'écraser un hélicoptère. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle n'essaiera pas à nouveau, mais cette fois avec des innocents à bord? Evan sentit la rage monter dans sa poitrine, chaude et dangereuse. Lena Hart est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Elle a tout risqué pour dénoncer la corruption de votre entreprise. Et maintenant, vous voulez l'enfermer parce qu'elle ne cessera pas de se battre pour la vérité. La vérité, dit Webb froidement, est que Hart Aviation emploie 3000 personnes dont les moyens de subsistance dépendent du maintien de la confiance du public dans nos avions. La vendetta de Mme Hart coûte des emplois, détruit des familles et nuit à une industrie qui fait avancer cette nation. Alors oui, M. Cole, nous allons l'arrêter, avec ou sans votre coopération. Les agents se dirigèrent vers Evan. Il tint bon. Vous ne pouvez pas simplement prendre quelqu'un contre sa volonté sans motif. Nous avons un motif. Un juge fédéral a accepté. Maintenant, écartez-vous. Le shérif Martinez posa une main sur le bras d'Evan. N'aggravez pas les choses. Mais avant que quiconque ne puisse bouger, le téléphone d'Evan sonna. Il le sortit de sa poche et vit le numéro de Lena. Sa main hésita sur le bouton de réponse. S'il répondait avec ces personnes présentes, elle tracerait l'appel, trouverait son emplacement. Mais s'il ne répondait pas, elle n'aurait aucun avertissement qu'il venait pour elle. Il répondit et rentra dans sa maison, claquant la porte derrière lui. À travers le bois, il pouvait entendre Webb crier, les agents exigeant l'entrée. Il avait peut-être 30 secondes avant qu'il n'entre. « Lena, où êtes-vous? »« Evan ?» Sa voix était haletante, excitée. « J'ai trouvé quelque chose. Il y a une installation de maintenance au Nouveau-Mexique qui entretient les hélicoptères Hart Aviation pour le contrat de la Border Patrol. J'ai eu accès à leur dossier et Evan, la moitié des avions de leur flotte sont en retard pour les inspections de stabilisateurs. Certains n'ont pas été vérifiés depuis plus de 2 ans. Les pièces défaillent et personne ne le voit parce que les directives de maintenance de Hart n'exigent pas d'inspection suffisamment fréquente. Lena, écoutez-moi. Les gens de Hart sont ici. Ils ont une ordonnance du tribunal pour vous placer en garde à vue psychiatrique. Ils affirment que vous êtes dangereuse. Silence. Puis doucement, bien sûr qu'ils le sont. Vous devez disparaître. Tout de suite. Laissez tomber la voiture de location. Utilisez de l'argent liquide. N'allez nulle part où ils s'attendraient. Je ne peux pas courir. Pas quand je suis si proche. Evan, si je peux obtenir ces dossiers de maintenance pour la FAA, si je peux prouver que Hart Aviation exploite sciemment des avions défectueux, c'est fini. Ils ne peuvent pas faire passer ça pour de l'histoire ancienne ou des incidents isolés. Cela se passe en ce moment même. La porte d'entrée se fendit. Les agents entrèrent. Evan se dirigea vers sa chambre et verrouilla cette porte aussi, gagnant quelques secondes. « Où êtes-vous exactement? »« Albuquerque. L'installation s'appelle Southwest Aviation Services. Je rencontre un mécanicien ce soir qui est prêt à témoigner officiellement sur les problèmes d'inspection. Envoyez-moi l'adresse. J'arrive. »« Evan, non, vous avez Mia. Vous ne pouvez pas juste. Les Richardson la surveilleront. J'y serai dans 8 heures. Ne faites rien avant mon arrivée. Promettez-moi. »« Evan, promettez-moi, Lena. » Il entendit sa respiration se couper. « Je promets. »« Bien, restez en sécurité. J'appellerai quand je serai proche. » Il raccrocha alors que la porte de la chambre s'ouvrait en fracas. Les agents le saisirent, lui tirèrent les bras derrière le dos, commencèrent à fouiller ses poches. Webb se tenait dans l'embrasure, son expression triomphante. « C'était insensé, Monsieur Cole. Maintenant, vous faites officiellement obstruction à une enquête fédérale. Arrêtez-moi alors. Voyez à quoi ça ressemble aux infos.
Veuf emprisonné pour avoir aidé une femme à dénoncer la corruption d'entreprise. Je suis sûr que ça passera très bien. La mâchoire de Webb se serra. Où est-elle? Je ne sais pas. Elle n'a pas dit. L'un des agents leva le téléphone d'Evan. Nous pouvons tracer l'appel. Bonne chance. Lena est plus intelligente que ça. Elle a probablement déjà jeté le téléphone et changé de lieu. Evan rencontra le regard de Webb. Vous ne la trouverez pas. Et même si vous le faites, même si vous l'enfermez et la faites taire, la vérité est déjà là. Benson a témoigné. Les données de l'enregistreur de vol ont été analysées. La FAA enquête. Vous ne pouvez pas remettre ça dans la boîte. Nous pouvons faire en sorte que ça disparaisse discrètement. Quelques mois de plus de manœuvres juridiques, quelques accords stratégiques, une gestion PR prudente. Hart Aviation survivra à ça. Madame Hart, non. Est-ce une menace? C'est une prédiction. Elle s'est faite de puissants ennemis, Monsieur Cole. Des gens qui ont des ressources que vous ne pouvez imaginer. Et elle est seule, instable, à court d'argent et d'options. Combien de temps pensez-vous qu'elle tiendra? Evan libéra ses bras de l'emprise de l'agent. Beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez. Parce qu'elle n'est pas seule. Et elle n'est pas instable. Elle a juste fini de jouer selon vos règles. Webb l'étudia longuement. Vous êtes amoureux d'elle. Les mots frappèrent Evan comme une gifle. Il ouvrit la bouche pour le nier, puis s'arrêta. Était-il amoureux de Lena? Il la connaissait à peine. Ils avaient battu moins de 2 semaines ensemble. Mais il pensa à la façon dont elle l'avait regardé dans l'épave de l'hélicoptère en feu. La détermination dans ses yeux quand elle parlait de justice. La force tranquille qu'elle montrait même quand tout son monde s'effondrait autour d'elle. Il pensa à la façon dont Mia s'était immédiatement attachée à elle, comme Sarah l'aurait aimée. Comme pour la première fois en 10 ans, il sentait qu'il vivait au lieu de juste survivre. Ce que je ressens n'a pas d'importance, dit Evan finalement. Ce qui compte, c'est qu'elle a raison. Votre entreprise a tué 72 personnes et a essayé de le cacher. Ça ne disparaîtra pas juste parce que vous intimidez des témoins et achetez des juges. Alors je suppose que nous nous verrons au tribunal. Webb se tourna vers les agents. Laissez-le partir. Nous en avons fini ici. Ils sortirent, laissant Evan debout dans sa chambre saccagée, avec sa fille qui pleurait dans l'embrasure de la porte, et le shérif Martinez le regardant avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Vous faites une erreur, dit Martinez. « Probablement, mais c'est la mienne. » Elle hocha lentement la tête. « Je vous donnerai une longueur d'avance. Mais Evan, une fois que vous partez, je ne peux pas vous protéger. Les avocats de Hart viendront après vous avec tout ce qu'ils ont. » « Je sais. Et vous y allez quand même. »« Oui, j'y vais. » Martinez retira son insigne et le posa sur la commode. « Alors, cette conversation n'a jamais eu lieu. Vous avez 2 heures avant que je ne doive signaler que vous avez fui la juridiction. Faites-les compter. » Evan fait un sac en 10 minutes. Il expliqua à Mia qu'il devait aider Lena avec quelque chose d'important, que Mme Richardson prendrait soin d'elle, qu'il serait de retour dès qu'il le pourrait. Elle ne pleura pas cette fois. Elle le serra juste fort dans ses bras et murmura « Sois prudent, papa. Je le serai, ma chérie, je promets. » Il conduisit vers le sud à travers les montagnes alors que le soleil montait plus haut, poussant son camion aussi vite que les routes le permettaient. Quelque part derrière lui, des agents fédéraux obtenaient probablement des mandats, traçaient des cartes de crédit, installaient des barrages routiers. Mais Evan avait passé 10 ans à apprendre chaque route secondaire et autoroute oubliée dans ces montagnes. Il savait comment disparaître. 8 heures plus vers Palmont, alors que le crépuscule peignait le désert du Nouveau-Mexique de teintes violettes et dorées, Evan entra sur le parking de Southwest Aviation Services. L'installation était petite, juste quelques hangars et un bâtiment de bureau entouré d'une clôture en grillage. À travers la clôture, il pouvait voir des hélicoptères dans divers états de maintenance, leurs rotors retirés ou leurs moteurs exposés. Et debout à côté d'une porte de hangar, parlant à un homme en combinaison,
se trouvait Lena. La poitrine d'Evan se serra de soulagement. Elle était vivante. Elle était en sécurité. Pour l'instant, il sortit du camion et s'approcha de la clôture. Lena le vit et son visage s'illumina d'une manière qui fit éclore quelque chose de chaud dans sa poitrine. Elle dit quelque chose au mécanicien, puis trottina vers le portail. « Vous êtes venu, dit-elle. J'ai dit que je le ferais. Je sais, mais... » Elle désigna l'installation. « Je pensais que vous enverriez quelqu'un d'autre, un agent du FBI ou un avocat ou quelqu'un d'officiel. Je ne pensais pas que vous conduiriez vraiment 800 miles vous-même. Mia pense que vous lui apprenez à pêcher le mois prochain. Je ne pouvais pas laisser les Spears de Hart vous emmener dans un hôpital psychiatrique avant que cela n'arrive. » Lena rit, mais il y avait des larmes dans ses yeux. « Merci. Ne me remerciez pas encore. Nous devons encore vous sortir d'ici avant qu'il ne vous retrouve. » Yvonne hocha la tête vers le mécanicien. « Est-ce lui qui a les informations? » « Oui, son nom est Carlos Martinez. Il travaille ici depuis 15 ans et il est prêt à témoigner que les protocoles de maintenance de Hart Aviation sont criminellement inadéquats. Il a des documents montrant des avions qui auraient dû être immobilisés et qui effectuent toujours des missions de la patrouille frontalière avec des passagers à bord. C'est énorme. C'est plus qu'énorme. C'est la preuve qu'il ne s'agit pas seulement de vieux crashs. Des gens sont en danger en ce moment, aujourd'hui, parce que Hart Aviation valorise les contrats plus que la sécurité. » La voix de Lena tremblait de colère. « Mon père sait, il doit savoir, et il laisse cela continuer parce que l'immobilisation de la flotte lui coûterait le contrat de la patrouille frontalière. » Evan pensa aux 72 personnes déjà mortes, à Sarah, à toutes les familles à qui on avait dit que leurs proches étaient morts à cause d'une erreur de pilote, alors que la vérité était la négligence d'entreprise. Et maintenant, Lena lui disait que d'autres personnes étaient en danger, volant un avion qui pouvait défaillir à tout moment. « Nous devons mettre Carlos en sécurité, » dit Evan, « quelque part où les gens de Hart ne peuvent pas l'atteindre. » Déjà arrangé, le FBI envoie une équipe le chercher ce soir. Ils prendront ses déclarations, sécuriseront les dossiers de maintenance et entameront les procédures pour immobiliser toute la flotte de Hart Aviation en attendant les inspections de sécurité. Quand avez-vous arrangé tout ça? Cet après-midi, j'ai été au téléphone avec l'agent Torres pendant des heures. Il n'est pas content de l'ordonnance de garde à vue psychiatrique, mais il a les mains liées. Le mieux qu'il puisse faire est de s'assurer que le témoignage de Carlos soit enregistré avant que les avocats de Hart ne fassent tout fermer. Evan la regarda. Cette femme qui avait tout perdu, qui était traquée par les hommes de main de son propre père, qui aurait pu fuir dans un autre pays et recommencer dans l'anonymat. Au lieu de cela, elle se tenait sur un aérodrome désert au coucher du soleil, se battant pour sauver des gens qu'elle ne rencontrerait jamais. « Vous êtes incroyable, dit-il. » Lena cligna des yeux. « Quoi? »« Je le pense, ce que vous faites. Ce que vous faites depuis 3 ans, c'est remarquable. Sarah aurait été fière de vous connaître. » Elle détourna le regard, mais pas avant qu'il ne voie l'émotion dans ses yeux. « J'essaye juste de réparer les choses. Vous faites bien plus que ça. » Avant que Lena ne puisse répondre, Carlos appela depuis le hangar. « Mademoiselle Hart, vous devriez voir ça. » Ils traversèrent le tarmac jusqu'à l'endroit où le mécanicien se tenait à côté d'un hélicoptère démonté. L'ensemble stabilisateur de l'avion était posé sur une table de travail, les composants métalliques étalés comme une autopsie. Carlos montra un support qui connectait la masse du rotor à la cellule. « C'est ce dont je vous parlais, dit-il. Voyez ces fissures de contrainte? Ce support aurait dû être remplacé il y a 6 mois. Mais le programme d'entretien de Hart Aviation ne prévoit une inspection visuelle que tous les 18 mois. Au moment où nous attraperions quelque chose comme ça par simple inspection visuelle, le support pourrait défaillir de manière catastrophique. » Lena se pencha plus près, sa formation de pilote évidente dans la façon dont elle examinait la pièce. « C'est le même défaut qui a causé mon crash, le même qui a tué Sarah Cole.
C'est le même défaut qui est probablement présent dans la moitié des hélicoptères Heart Aviation actuellement en service. Je le documente depuis des années, le signalant à mes superviseurs, les suppliant de le signaler aux fabricants. Mais Heart Aviation ne cesse de nous dire que c'est dans les tolérances acceptables, que les supports sont conçus pour montrer un certain stress, que nous sommes trop prudents. Ils mentent pour protéger leur contrat, dit Evan. Je sais, c'est pourquoi je suis prêt à témoigner. Je ne peux pas continuer à regarder des avions partir en sachant qu'ils pourraient tuer quelqu'un. Les mains de Carlos tremblèrent en touchant le support fracturé. Ma fille pilote la patrouille frontalière. Elle pourrait être dans l'un de ces hélicoptères demain. Je ne laisserai pas ça arriver. Lena sortit son téléphone et commença à prendre des photos, documentant chaque angle de la pièce défectueuse. L'agent Torres doit voir ça. Pouvons-nous prendre le support comme preuve? C'est déjà mis en sac pour le FBI. Ils sont censés arriver. Le son des rotors d'hélicoptères coupa l'air du soir. Tous trois levèrent les yeux. Un hélicoptère corporatif élégant apparut au-dessus de la crête, volant bas et vite, le logo Heart Aviation brillant contre le ciel assombrissant. Il fit un cercle autour de l'installation une fois, puis commença à descendre vers le tarmac. « Ils nous ont trouvés », murmura Lena. Evan attrapa son bras. « Nous devons y aller maintenant. » Mais avant qu'ils ne puissent bouger, deux autres hélicoptères apparurent, flanquant le premier. Ils atterrirent en formation, bloquant les sorties, leurs rotors tournant toujours. Les portes s'ouvrirent et des hommes en costume en sortirent, se déplaçant avec une précision militaire. Et de l'hélicoptère central, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui possédait le monde, sortit Richard Hart. Il était grand, aux cheveux argentés, impeccablement vêtu malgré la chaleur du désert. Tout en lui rayonnait le pouvoir et le contrôle. Il regarda l'installation, Carlos recroquevillé près du hangar, Evan se tenant protecteur devant Lena. Et puis il sourit. « Bonjour, ma chérie, dit-il à Lena. Il est temps de rentrer à la maison. » La main de Lena trouva celle d'Evan et la serra fort. « Je ne vais nulle part avec vous. J'ai peur que vous n'ayez pas le choix. J'ai une ordonnance du tribunal autorisant votre détention psychiatrique. Ces messieurs sont des professionnels de la santé agréés, préparés à s'assurer que vous receviez les soins appropriés. » Richard fit un geste vers les hommes qui les entouraient. « S'il vous plaît, ne rendez pas cela difficile. » « Difficile? » La voix de Lena trembla de rage. « Vous avez tué 72 personnes. Vous avez soudoyé des inspecteurs fédéraux. Vous exploitez sciemment des avions défectueux qui pourraient s'écraser à tout moment. Et vous pensez que c'est moi qui ai besoin de soins psychiatriques? Je pense que vous avez eu une expérience traumatisante qui a obscurci votre jugement. Je pense que vous vous entourez de gens qui exploitent votre vulnérabilité à leur propre fin. » Le regard de Richard se tourna vers Evan. Des gens comme M. Cole, qui semble avoir développé une fixation malsaine sur ma fille. Evan s'avança. « Votre fille est une héroïne. Elle risque tout pour vous empêcher de tuer plus de gens. Ce n'est pas une maladie mentale. C'est de l'intégrité. » « C'est ce que vous appelez ça? » Moi, j'appelle ça une fille si désespérée d'attention de son père qu'elle brûlera l'œuvre de sa vie juste pour lui faire du mal. Le sourire de Richard ne faiblit jamais. Mais je suis un homme indulgent. Lena, si vous venez avec moi maintenant, si vous retirez votre témoignage et faites une déclaration publique expliquant que vous étiez confuse et traumatisée, je retirerai toutes les accusations contre M. Cole. Je mettrai même en place un généreux fonds fiduciaire pour sa fille. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'arrêter cette folie. Arrêtez d'essayer de sauver des vies, vous voulez dire. Arrêtez d'essayer de détruire une entreprise qui fournit des emplois à des milliers de personnes. Arrêtez de nuire à une industrie essentielle à l'économie de cette nation. Arrêtez d'embarrasser votre famille. La voix de Richard se durcit. Je vous ai tout donné, Lena. Éducation, opportunité,
richesse au-delà des rêves de la plupart des gens. Et c'est comme ça que vous me remboursez? En vous rangeant du côté d'étrangers contre votre propre sang? Vous n'êtes pas mon sang, vous êtes un meurtrier qui se trouve à partager mon ADN. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup de feu. Le masque de Richard glissa un instant, révélant quelque chose de froid et de dangereux sous la préoccupation paternelle. Puis il revint, lisse comme du verre. « Je vois. Alors je suppose que nous n'avons plus rien à discuter. » Il fit un signe de tête à ses hommes. « Prenez-la. » Ils s'avancèrent. Evan poussa Lena derrière lui mais ils étaient trop nombreux, professionnels et efficaces. Carlos cria quelque chose à propos d'appeler la police. L'un des hommes de Hart attrapa le bras d'Evan et le lui tordit derrière le dos avec une aisance habituelle. Un autre tendit la main vers Lena. Et puis le FBI arriva. 3 SUV noirs rugirent dans l'installation, lumière clignotante, agents déferlants, armes tirées. L'agent Torres était en tête, sa voix coupant le chaos comme une lame. « Agents fédéraux, personne ne bouge. » Les hommes de Hart se figèrent. L'expression de Richard ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Calcul, réévaluation. Torres s'approcha, son badge levé. « Richard Hart, je suis l'agent spécial Torres du FBI. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour complot, corruption de fonctionnaires fédéraux et obstruction à la justice. Vous avez le droit de garder le silence. » Je connais mes droits, agent Torres. Je sais aussi que ce mandat ne survivra pas au premier recours en justice. Mes avocats le feront annuler d'ici le matin. Peut-être, mais vous passerez la nuit en détention fédérale à expliquer à un juge pourquoi vous êtes ici à menacer des témoins dans une enquête active. Je suis ici pour récupérer ma fille mentalement malade avant qu'elle ne se blesse elle-même ou d'autres. Non, monsieur, vous êtes ici pour tenter d'obstruer la justice. Mademoiselle Hart est un témoin matériel sous protection fédérale. Toute tentative de la détenir contre sa volonté constitue une intimidation de témoin. Torres fit signe à ses agents. « Prenez-le. » Evan sentit l'homme de Hart relâcher son bras. Il se déplaça immédiatement aux côtés de Lena, alors que les agents du FBI encerclaient Richard Hart, lui lisant ses droits, lui passant les menottes. Le sang-froid du titan des affaires craqua enfin, juste un peu, alors que les menottes d'acier cliquaient autour de ses poignets. « Ce n'est pas fini, » dit Richard, regardant directement Lena. « Vous pensez avoir gagné, mais vous n'avez aucune idée.